Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui sur les partenariats patients en temps de crise, comment soutenir la diversité. Je suis Haley Warren et j'animerai la séance d'aujourd'hui avec ma co-animatrice Justina Mariana Yagam. Aujourd'hui, nous allons examiner les divers moyens par lesquels on peut mobiliser les populations de patients diversifiés. Nous examinerons les défis posés par la COVID-19 et comment améliorer nos résultats maintenant et après la pandémie. Merci d'avoir pris le temps de remplir notre sondage d'introduction. Je suis fascinée de voir combien d'entre vous provenez d'un organisme qui a pour le moment une stratégie visant à examiner l'équité et la diversité des partenariats. Pendant ce webinaire, nous apprendrons de personnes qui travaillent dans ce domaine et tâchent de comprendre comment la COVID-19 a créé ou exacerbé des défis relatifs à ces partenariats. Et nous serons intéressés de savoir ce que vous avez trouvé, changé dans vos organismes. Merci d'être des nôtres, d'où vous soyez. J'imagine que la majorité d'entre nous sommes dans une situation bien différente d'il y a quelques mois. Je vous viens d'Ottawa, le territoire ancestral non cédé de la nation algonquine Anishinaabeg. L'équipe de diffusion diffuse à partir d'Ottawa également donc le territoire des peuples algonquins. Alors nous sommes heureux d'offrir cette série, dont ce webinaire, en mode bilingue. Le numéro de téléphone pour vous brancher à l'audio en français se trouve à l'écran et nous vous invitons à vous servir de la langue officielle de votre choix lorsque vous saisirez vos questions et observations dans la boîte de dialogue. Nous enregistrons cette séance et ceci sera archivé sur notre site web. Vous la trouverez d'ici une semaine. L'objectif de cette discussion est véritablement d'apprendre les uns des autres, d'avoir un endroit où discuter de questions importantes par rapport à la participation du patient et de sa famille pendant cette pandémie, mais aussi trouver les moyens d'inclure le point de vue d'un grand nombre de personnes qui s'intéressent à la partition du patient, à la fois ceux qui travaillent au sein des organismes, mais aussi les patients partenaires, afin de comprendre quelles sont les pratiques innovantes actuelles ainsi que les défis qu'il faut toujours relever. Pour ceux d'entre vous qui avaient été des nôtres dans le passé, vous savez que nous discutons énormément à partir de la boîte de dialogue. Nous ferons de notre mieux pour lire les commentaires que vous y verserez pendant la séance. Mais sachez que nous conservons toutes les observations de la boîte de dialogue et que nous vous remettrons un résumé de la conversation grâce à notre site web. Comme je le disais un petit peu plus tôt, ces séances sont enregistrées et le lien sera disponible pour que vous puissiez le revisionner à l'avenir. Ce que nous partagerons aujourd'hui nous permettra de mieux comprendre le paysage changeant de la participation du patient en cette période de pandémie. Et c'est également un moyen pour nous d'examiner comment renforcer la participation et les partenariats afin de mieux réagir aux crises actuelles. Au cours du webinaire d'aujourd'hui, nous entendrons deux organismes qui nous parleront des moyens par lesquels ils ont encouragé une diversité de partenariats en cette période de COVID-19 et de mousser des conversations sur l'équité, ainsi que les moyens par lesquels on peut encourager des partenariats de diversité dans un mode post-pandémie, mais aussi examiner des stratégies que les participants peuvent déployer au sein de leur organisme afin d'encourager des partenariats patients plus diversifiés. C'est avec plaisir que je vous présente à nouveau Justina Mariana Yagam. Elle a une expérience vécue de la chronique. Elle est également étudiante en médecine. À titre de patiente elle-même, elle reconnaît les inéquités existantes et tâche d'aider les autres à trouver des solutions avec elle. Justina a été nommée par Santé Canada à un groupe de travail sur la douleur. Elle assure la liaison avec les communautés nordiques afin d'améliorer la participation dans les contrées éloignées grâce à son expérience personnelle dans le subarctique. Elle est également membre du conseil de Solutions for Kids in Pain, SKIP, et elle s'intéresse à la recherche dans le domaine pédiatrique. Justina est également conseillère auprès du ministère de la Santé provincial et elle est également mentor auprès des jeunes patients qui souffrent d'une douleur chronique.
À l'échelle internationale, il représente la voix du patient à titre d'expert conseil pour l'OMS qui s'adonne à de nouvelles lignes directrices sur la gestion de la douleur pédiatrique. Justina se sert de son expérience pour achever son diplôme en médecine. Justina? Justina Mariana Yagam. Bonjour. C'est toujours un peu déconcertant d'entendre quelqu'un lire votre notice biographique. Alors, je suis très heureuse de co-animer cette séance avec Haley. Alors, je suis à Yellowknife, dans le territoire du Nord-Ouest où je réside, c'est-à-dire le territoire traditionnel des Métis et des Dénés. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cette séance depuis chez moi et que mon Internet tienne le coup. Alors, comme Haley le disait, je suis actuellement, ou enfin, j'étais patiente en rhumatologie et en douleurs chroniques enfant, et je gère toujours ces difficultés dans le monde adulte à présent. Et je suis ici pour tâcher de vous donner mon point de vue, surtout en se concentrant surtout sur cette lentille de la diversité. Lorsque la COVID a été déclarée, je suis rentrée chez moi à Yellowknife, car j'estime que le point de vue rural de la santé est très important, surtout parce que ma famille a immigré dans l'Arctique lorsqu'elle est d'abord arrivée au Canada dans les années 70. Alors, je souhaite insister sur l'importance de la diversité et de la mobilisation des patients partenaires de ces régions éloignées, surtout les populations immigrantes. Merci de m'avoir invité et je me réjouis d'entendre ce que vous aurez à dire aujourd'hui. Haley Warren, merci Justina. C'est avec plaisir que nous vous accueillons à titre de co-animatrice. Il y a beaucoup de gens qui disent justement que vous devriez être fiers d'une si longue notice biographique et que nous sommes ravis d'avoir quelqu'un d'une région éloignée. Alors, je suis très heureuse à présent de vous présenter nos premières conférencières invitées, Christy McDonald et Laurie Berger-Hedgie. Christy plutôt, est gestionnaire en équité de la santé au réseau de santé de Scarborough. Elle est également chargée de cours à l'Université de Toronto, à la faculté du travail social, qui s'intéresse au partenariat avec les familles et les équipes professionnelles afin de concevoir un système de santé qui offre véritablement des soins de qualité. Elle estime que les partenariats peuvent améliorer l'accès à des services de qualité exhaustifs et améliorer l'équité en santé pour les populations précarisées. Laurie a été patiente et patiente ressource pour le réseau depuis 2016. Elle s'occupe de son mari. Elle s'est occupée de son mari qui avait besoin d'hémodialyse à domicile et après son décès en 2017, elle a décidé de consacrer ses efforts à son travail de patiente ou proche ressource. Merci. La parole est à vous. Christy McDonald. Merci, Haley. C'est avec grand plaisir que nous sommes des vôtres pour vous dire quelques mots sur ce qu'a fait le réseau de santé de Scarborough en cette période de COVID-19. D'abord, je vérifie que vous m'entendez bien. Bon, alors comme on m'entend, je poursuis. Je ne vous vois pas malheureusement, mon écran est tout noir, mais je poursuis. Alors comme vous le voyez dans notre exposé, nous avons diverses couleurs, mais je vais me concentrer sur les diapositives qui ont une croix turquoise. Alors, il y a quelques moments, on s'est intéressé aux déterminants sociaux de la santé. On a voulu faire intervenir des patients et proches partenaires, c'est-à-dire comment l'éducation et d'autres déterminants sociaux de la santé ont-ils un impact sur les résultats. Avec la déclaration de la pandémie, on a décidé d'ajuster les travaux afin d'inclure des discussions sur la santé mentale et les populations précarisées et l'impact de la COVID-19 sur certains groupes, par exemple les enfants. Que se passe-t-il lorsque les enfants n'ont plus accès à l'école, surtout s'ils appartiennent à une famille vulnérable? Par exemple, l'enseignant peut être une des personnes les plus influentes pour l'enfant et l'enfant peut tirer
également de repas, de petit déjeuner, de déjeuner, de goûter. Et donc, cela peut avoir un impact profond sur la famille et sur l'enfant. C'est pourquoi nous avons commencé à concentrer nos efforts sur le développement de l'enfant pendant la COVID-19, ainsi que l'expérience des réfugiés et des immigrants, ainsi que ceux qui vivent dans une famille à faible revenu, ainsi que les travailleurs essentiels. Et nous avons constaté que très souvent, les facteurs d'atténuation dont tire partie ne sont pas les mêmes pour les populations précarisées. Pensons par exemple au fait que l'on travaille tous depuis notre domicile. Vous savez, le télétravail n'est pas possible pour tout le monde. Il est difficile, dans certains cas également, d'éviter le transport en commun. Nous avons eu beaucoup de chance, nous très souvent, de nous rabattre sur notre voiture. Or, ce n'est pas le cas de tout le monde. Lorsque l'on pense également au fait que certains ménages et certains établissements de soins, entre autres de longue durée, sont surpeuplés. Ainsi, c'est pourquoi nous avons réuni environ 90 personnes pour en discuter. Laurie en a fait partie. Et donc, le message clé d'aujourd'hui est de continuer d'établir des partenariats et de se concentrer sur la diversité. C'est ce que nous faisons avec ce programme de 90 personnes. Nous avons ouvert des séances de formation aux patients, aux proches qui représentent divers groupes de se renseigner. Laurie étant une de ces personnes. Et lorsqu'on discute en plus petits groupes, cela permet à ces personnes de contribuer, d'apporter leur expérience vécue. Je vais à présent céder la parole à Laurie qui vous donnera son point de vue au sujet du certificat d'équité en santé. Laurie Berger-Hagee. Alors, que je ne suis pas professionnelle de la santé signifie que ce certificat m'a permis de mieux comprendre quels étaient les déterminants sociaux de la santé et leur impact sur la qualité de vie, mais également la santé des gens de ma communauté. Scarborough a une grande population d'immigrants. On vous a montré quelques chiffres à l'écran. Alors, mon expérience est l'expérience d'une personne peut-être privilégiée. Le fait que j'ai une expérience, un contact avec des proches qui ont vécu des difficultés, dont la démence, qui ont accès à des soins de longue durée, donc beaucoup des membres de ma famille ont des difficultés, cela me permet de comprendre comment influencer la qualité de leur vie. Et c'est grâce à ce certificat que je comprends mieux comment le faire. Certains des défis par rapport à la participation des patients et proches ressources. Bon, il y a des problèmes sur le plan des rencontres, car les rencontres doivent être virtuelles. Évidemment, l'hôpital nous a organisé des rencontres Zoom, nous a fait répondre à des questionnaires SurveyMonkey. Et le conseil consultatif des patients et proches ressources organise une activité sociale mensuelle afin de prendre le pouls du groupe, de savoir si chacun est en bonne santé en dépit de la crise. Christy McDonald. Alors, cela conclut notre très rapide exposé. Mais alors, si vous cherchez des renseignements additionnels, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On voulait simplement vous donner un tout petit avant-goût de ce que l'on fait au sujet de la COVID-19. Merci. Haley Warren. Merci, Christy et Laurie. Alors, nous avons une question, je crois, de Justina. Justina. Justina Mariana Yagam. Ah, excusez-moi, j'étais en sourdine. Alors, j'ai une question au sujet du recrutement, car de mon point de vue,
Bon, chaque fois que je me dis, il faut mobiliser davantage de patients, ou de proches vulnérables ou de gens qui vivent dans des régions éloignées, les gens disent, bon, mais comment les trouver? Comment aller recruter ces gens? Ou alors on se retrouve dans une situation où on trouve une personne et qui correspond à nos attentes et là, on ne s'adresse qu'à elle. Alors, quelles sont vos stratégies en matière de recrutement? Christine McDonald. Eh bien, merci pour la question. On vient justement de faire un exposé à une conférence internationale sur l'Institut pour la participation du patient à l'effet que le recrutement de patients et de proches ressources est essentiel. Et une des choses que nous avons faites a été entre autres de nous concentrer sur le recrutement d'un groupe de patients et proches ressources inclusifs. Je vous donne quelques exemples des moyens par lesquels on y est arrivé. Une chose que l'on fait au Conseil consultatif des patients et proches ressources, c'est qu'on veille à ce que les lieux soient acceptables pour tout le monde, c'est-à-dire que les salles dans lesquelles on se rencontre sont invitantes, par exemple. Un de nos hôpitaux ne correspond pas à ces facteurs. Il y a beaucoup d'escaliers, par exemple. Alors, si jamais quelqu'un avait des difficultés de mobilité, ce serait difficile. C'est pourquoi on a mis de côté cet hôpital. Entre autres, on se sert d'un langage inclusif. On se sert d'un langage qui est plus familier pour que les gens se sentent accueillis. Et on se sert aussi de petits groupes. Notre conseil consultatif des patients et proches ressources rencontre 5 membres du personnel mensuellement pour organiser des séances qu'on appelle Café du Monde. C'est des petits groupes où un groupe de patients est regroupé afin d'échanger et a accès à un animateur. La dernière chose que nous avons également, c'est que nos patients et proches ressources ne sont pas concurrence pour être membres du conseil. On rajoute des sièges. Alors, je sais que dans certains cas, ces conseils sont constitués de 10 à 12 membres. Nous, on a 60 patients et proches ressources qui font partie du conseil consultatif et les 60 peuvent assister. Alors, on s'adresse également aux refuges, aux abris, en essayant d'encourager les personnes précarisées de participer à ces efforts. Laurie Berger, Haggy, si vous me permettez d'ajouter quelque chose. Les équipes Santé Ontario, qui devaient être créées, mais qui sont un peu sur la glace pour le moment en raison de la pandémie, bon, je co-préside un comité des équipes Santé Ontario pour la participation du patient et on s'adresse aux partenaires communautaires à tous les détours pour essayer d'obtenir des noms des personnes qui pourraient contribuer. Justina, Mariana Yagam. Bon, je vous remercie d'avoir répondu à la question, mais je vois que beaucoup de gens aussi veulent recevoir l'exposé dont vous parliez il y a un petit moment, Christy. Hayley Warren. Christy, si vous êtes disposée à partager cet exposé que vous avez fait devant l'Institut, eh bien, nous pourrons le verser dans les documents associés à ce webinaire. Nous avons reçu une autre question que je vais poser. Continuez d'ailleurs de poser vos questions et nous y reviendrons un peu plus tard. Alors, Johanna demandait s'il y avait des données probantes sur la sécurité relativement à l'équité dont vous disposeriez dans votre hôpital. Excusez-moi, j'ai un petit bambin là, qui a décidé de faire irruption dans mon bureau. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Hayley Warren. Oui. On sait qu'on travaille tous à la maison et ça se produit. Alors, Johanna qui demande s'il y a des données probantes à l'effet que l'équité peut avoir un impact sur la sécurité. Christy McDonald, est-ce que vous voulez dire du point de vue culturel par rapport aux politiques que nous établissons? Hayley Warren, oui, la sécurité peut être perçue par divers moyens. Quand on passe à sécurité, on peut passer à sécurité culturelle ou alors sécurité des soins au chevet du patient. Christy McDonald, eh bien, on veille à ce que nos patients et proches ressources soient formés et comprennent leur rôle, les paramètres de leur rôle pour garantir leur sécurité physique, mais on offre également une formation du point de vue psychologique pour veiller à ce que nos patients et proches ressources ne partagent que ce
qui leur convient. Et ça dépend un peu de leur interlocuteur. Bon, vous avez vu, Laurie vous a présenté son expérience personnelle, mais nous formons nos patients proches ressources pour qu'ils ne partagent que les détails avec lesquels ils se sentent à l'aise. Et je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, peut-être que Laurie pourra compléter. Laurie Berger Hagee. Lorsque je pense à sécurité, je pense à la sécurité physique et je dirais très certainement qu'au sein de l'hôpital, tout est aussi sécuritaire que possible. Hayley Warren, merci à vous deux. Alors, continuez de poser vos questions et de saisir vos observations. Je les prends en note, mais nous allons à présent passer à notre prochaine conférencière. Alors, merci Christy et Laurie d'avoir partagé ces renseignements sur ce que vous avez fait pendant la période de COVID-19. Et je cède à présent la parole à Faria Khan, une experte conseil de AHS. Faria travaille pour Alberta Health depuis un peu plus de 6 ans. Elle a terminé sa maîtrise en santé publique en se spécialisant en santé internationale et en diplomatie à l'Université de la Saskatchewan. Son rôle actuel auprès de AHS est d'experte conseil en matière d'initiatives provinciales. Elle se concentre surtout sur les toxicomanies et la santé mentale chez les jeunes. Elle participe à divers projets provinciaux et nationaux traitant de la crise de la consommation des opioïdes chez les jeunes et les jeunes adultes. Faria Khan, merci. Bonjour. Alors, je suis Faria et oui, je travaille surtout auprès des jeunes. Et vous savez, c'est très important de tenir compte de la jeunesse. Les jeunes sont touchés très négativement par la pandémie. Il y a énormément de perturbations au sein de leur vie sur le plan de la scolarité, de la possibilité d'obtenir un diplôme, d'aller faire des études postsecondaires. Enfin, il est très important de continuer de les mobiliser pendant ces périodes difficiles. Alors, je travaille en santé mentale et en dépendance. Bon, il y a beaucoup d'acronymes sur cette diapositive, j'en suis désolée, mais je travaille pour une initiative auprès des familles et des jeunes. Et donc, nous avons une entente tripartite entre Alberta Health Services et 2 partenaires. Donc, CRISM et le Centre canadien sur la consommation de substances et les toxicomanies. Alors, j'ai beaucoup de chance de travailler à certaines initiatives, dont YAMPAC, le Conseil consultatif provincial sur la santé mentale et les dépendances chez les jeunes. Donc, nous organisons des rencontres avec des jeunes de 12 à 29 ans où nous parlons de santé mentale et de toxicomanie. Alors, ce conseil existe depuis 1 an. Il a commencé en juillet dernier et donc nous avons tenu 4 rencontres jusqu'à présent, dont la dernière était la semaine dernière. Et je vous en dirai quelques mots dans un instant. Mais essentiellement, ce conseil a été créé pour donner une voix aux jeunes, pour qu'ils puissent parler de leur expérience passée et actuelle des questions santé mentale et de consommation de substances. Ensuite, vous avez le projet ITT, c'est-à-dire améliorer ensemble. Donc, nous travaillons avec des jeunes qui ont une expérience de consommation des opioïdes, soit passée ou actuelle. L'objectif de ce projet est de créer des ressources pour les jeunes, pour les membres de la famille et pour les prestataires de services, de sorte que l'on puisse améliorer l'accès et l'utilisation de services de traitement concernant la consommation d'opioïdes. Et nous en sommes à la 2e phase du projet, c'est-à-dire la création des ressources. Et nous travaillons très étroitement avec des jeunes qu'on appelle des champions. Et ceux-ci, donc, travaillent avec nous à l'élaboration de ces ressources, de sorte que la perspective, le point de vue des jeunes soit toujours pris en compte. Et enfin, CRISM, qui est un autre organisme avec lequel je fais des recherches. Et dans ce cas-ci, on examine le cas des frères et sœurs et des membres de la famille de jeunes qui éprouvent des difficultés liées à la consommation d'opioïdes. À présent, j'aimerais dire quelques mots sur les événements que nous avons tenus pendant la COVID-19. Évidemment, la réussite de ces événements est attribuable aux relations que nous avons tissées avec les jeunes par l'entremise du projet ITT et du conseil. Avec le projet ITT, on a pu organiser un atelier virtuel.
Nous avons organisé cet atelier en personne au préalable. Donc, avoir un atelier interactif nous a permis d'entendre de la bouche des jeunes quelle était leur expérience des services de traitement concernant la consommation d'opioïdes. Malheureusement, en raison de la pandémie, il a fallu passer un atelier virtuel. Donc, l'atelier virtuel signifie qu'il faut s'adapter, adapter le contenu, écourter l'atelier. On avait prévu beaucoup plus longues séances en personne. Donc, il a fallu faire de notre mieux pour organiser un atelier le plus interactif possible, qui soit virtuel. On a aussi, comme je le disais, des ressources qui sont en cours de développement et nous avons des jeunes de nos ateliers et du conseil qui participent à l'élaboration des ressources. Nous avons des rencontres hebdomadaires et nous continuons de faire participer les jeunes au contenu de ces ressources. Je passe à présent à la deuxième partie de la diapositive, IAMPAC, le Conseil consultatif sur la santé mentale et les dépendances chez les jeunes. On a pu organiser des consultations pendant la COVID, car c'était en avril. Et donc, on a organisé des consultations pour discuter de l'impact de la COVID-19 sur la consommation de substances ainsi que sur la santé mentale. Et il s'agissait pour nous d'obtenir la rétroaction des jeunes par rapport à leur expérience de la COVID-19. Nous avons obtenu d'excellents résultats. Ces consultations ont été organisées avec nos partenaires du centre et il existe 2 campagnes de mobilisation des jeunes et nous avons pu également organiser un webinaire pour les alliés des jeunes, ceux qui comprennent des parents, des enseignants et des prestataires de soins. Nous avons également organisé des réunions trimestrielles du conseil sur Zoom et la dernière en ligne, c'était la semaine dernière. Je crois que nous avions une vingtaine de participants. Nous avons organisé une excellente consultation et des discussions formidables. Et enfin, nous avons des travaux en cours. Les membres de ce conseil qui se réunissent à du matériel promotionnel pour le conseil. Alors, il y a encore beaucoup de travail qui se fait en dépit de la pandémie actuelle. À présent, j'aimerais parler de préserver la participation des jeunes. Je pourrais en dire bien plus, mais j'essaie d'être un peu consciente du temps et de ne pas être trop prolixe. Alors, d'abord, parler de choses qui les concernent. Il est très important pour les jeunes de pouvoir s'identifier à ce que l'on dit. Et c'est important comme membre du personnel de tenir compte de l'expérience passée et actuelle de ces jeunes. On les appelle des experts lorsqu'on travaille avec eux, lorsqu'on organise des rencontres. Pour nous, les experts sont les jeunes, ceux qui ont véritablement une expérience vécue. Deuxièmement, il faut établir une relation de confiance avec les jeunes. Cela prend du temps, mais donc on a tâché d'établir des liens avec les jeunes et lorsqu'on organise un événement, que ce soit en personne ou en ligne, on veille toujours à établir une vraie relation de confiance avec les jeunes. On leur pose des questions par rapport à leur journée, leur semaine. On peut parfois partager quelque chose de personnel sur soi pour tâcher de véritablement établir un rapport. Et d'ailleurs, utiliser un langage que comprennent les jeunes, c'est-à-dire ne pas comprendre un langage trop soutenu ou des termes techniques. Il faut se servir de termes qui sont compris par les jeunes. On a des conseillers qui n'ont que 12 ans, donc il est très important d'être souple. Et bon, j'en viens à mon autre point, c'est-à-dire qu'il faut justement être souple et faire preuve de prévenance. Alors, avec la survenue de la COVID-19, évidemment, on ne peut plus faire de participation en personne, donc il faut être souple. Il faut continuer son travail et s'adapter. On ne voulait pas mettre notre projet à la glace, surtout avec le projet ITT. On a prévu un atelier en ligne. Il s'agit d'être prévenant et de faire preuve de souplesse. Un de nos partenaires communautaires a prêté des ordinateurs portables aux jeunes qui n'avaient pas d'ordinateur à la maison, de sorte qu'ils puissent participer à nos consultations. Alors,
c'est justement l'idée de se mettre à leur niveau. Parce que si vous avez des jeunes qui souffrent d'une maladie mentale ou d'une dépendance, la vie est un peu en montagne russe. Il faut donc compatir et savoir que parfois les jeunes ne seront pas capables de se joindre à nos événements. Quatrièmement, il faut aussi laisser les jeunes prendre les devants. Il faut les habiliter à agir. Lorsque nous avons des rencontres, nous avons toujours des jeunes qui animent certaines des conversations. Il faut leur donner des fonctions officielles, c'est très important. C'est ainsi qu'ils ont l'impression de faire partie des décisions. Et enfin, en période de COVID, évidemment, il a fallu faire ce virage vers Zoom ou d'autres plateformes virtuelles, mais il faut s'en servir de manière à garder l'intérêt des jeunes. On ne veut pas qu'ils s'endorment sur leur ordinateur. Il faut prendre des pauses, il faut avoir des séances interactives avec un tableau blanc, une boîte de dialogue et des sondages. Voici ma dernière diapositive. Alors, quelques enseignements à retenir, des choses qui ont déjà été évoquées par Christy et Laurie, mais il faut créer un espace sûr. C'est vraiment très important. Ces jeunes sont précarisés, ils partagent des choses très personnelles, donc il faut veiller à créer un espace sûr et également faire preuve de respect, surtout ne jamais critiquer, qu'on soit membre du personnel ou qu'on soit un jeune, un père. Il faut protéger évidemment les renseignements personnels, les rassurer à l'effet que tout ce qui pourrait les identifier ne sera pas rendu public ou ne sera pas utilisé à l'extérieur de la rencontre. Troisièmement, il faut trouver le meilleur moyen de communiquer avec les jeunes. C'est bien différent avec les jeunes. Vous savez, ils ne répondent pas à des courriels. Vous envoyez autant de courriels que vous voulez, les jeunes ne répondront pas. Et il faut trouver le meilleur moyen de communiquer avec eux. Moi, je trouve qu'avec les jeunes, les textos, c'est le meilleur moyen de donner une réponse. Ils réagissent tout de suite. Alors, il faut être ouvert et souple par rapport aux communications. Ensuite, le renforcement positif peut mener bien loin. Pensez à valoriser les jeunes lorsqu'ils partagent leur expérience. Pensez aussi à montrer les résultats de leur travail. Par exemple, on a organisé un sommet jeunesse. Un jeune a présenté des renseignements sur ce sommet à Vienne. Alors, on a eu une conversation à Calgary qui s'est répercutée sur les travaux faits par les Nations Unies à Vienne. Donc, c'est le genre de renforcement qui mène bien loin. Et on doit aussi faire preuve d'ouverture et de transparence avec les jeunes. Il faut expliquer vraiment la portée de son travail. Alors, merci beaucoup de m'avoir entendu. J'espère que ce que j'ai communiqué vous aura paru utile. Haley Warren, merci, Faria. Alors, voix de dialogue, on chante vos louanges. Beaucoup de questions aussi, des questions que Justina et moi voudrons poser avant de passer à la période formelle de questions. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Justina, qui pourra nous dire ce qu'elle a lu d'intéressant dans la boîte de dialogue. Justina Mariana Yagam, merci. Vous avez comme ancienne jeune, je ne sais pas si je suis considérée jeune, j'ai la veine, je ne sais pas quelle est la limite, mais j'ai une question au sujet du passage au mode virtuel. Vous savez, parfois on se dit que les jeunes ont l'habitude des fonctions virtuelles. Moi, je me vois mal comment j'aurais tout pu faire virtuellement, surtout sur le plan des soins. Et je pense que d'ailleurs c'est difficile pour les jeunes d'exprimer ce qu'ils ressentent avec, entre autres, des adultes. Alors je me demande, est-ce que vous avez discuté avec les jeunes de la suite des choses après la pandémie? Est-ce qu'ils préfèrent le virtuel? Est-ce qu'ils préfèrent les rencontres en personne? Est-ce qu'ils préfèrent un mode hybride? Moi, je viens de commencer à prendre des nouveaux médicaments. Mon médecin m'en avait parlé virtuellement et j'ai trouvé ça très pénible. C'est bien difficile. Alors, c'était la première partie de ma question. Et la deuxième question concerne ce que Robert Arnett a soulevé dans la boîte de dialogue de Laurentienne.
qui parle de cette dichotomie, c'est-à-dire urbain-rural. Comment travaillez-vous à AHS à veiller à tenir compte de l'expérience de tout le monde dans votre territoire, seulement Calgary, Edmonton, peut-être même jusqu'à Yellowknife, parce qu'on se fait traiter en Alberta. Faria Khan, merci pour la question. Alors, vous savez, pour la première partie de votre question, oui, ça a été difficile de passer à Zoom ou Skype ou d'autres plateformes virtuelles. Mais je pense qu'il faut faire preuve de patience avec leurs jeunes. Il faut leur donner des possibilités. C'est certain que d'aucuns n'aiment pas présenter leur visage sur l'écran. Donc, on leur donne la possibilité, on leur dit, écoutez, vous n'avez pas besoin de parler, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage à l'écran. Et on sait que les jeunes aiment beaucoup la clavarder. Ils aiment beaucoup la boîte de dialogue. Même nous aussi, en fait. On se sent un peu plus à l'aise, moins vulnérable lorsqu'on se sert d'une boîte de dialogue. Alors, il est important de se servir de possibilités. On leur dit aussi s'ils préfèrent appeler, par exemple, s'ils n'ont pas d'ordinateur. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de connexion Internet. Alors, on leur donne le plus de possibilités possibles. Et la participation, ça ne sera pas leur priorité, surtout en période de COVID-19. Alors, il faut en tenir compte aussi et leur rappeler qu'ils peuvent participer aux activités qui leur chantent. Ils n'ont pas besoin de participer à toutes nos activités. Il faut vraiment se mettre à leur niveau. Ensuite, vous parliez des questions touchant les régions plus éloignées. Notre conseil représente des jeunes de partout en Alberta. On a des représentants des régions rurales comme urbaines. On a une stratégie de recrutement qui tient compte de tout le territoire. On veut des jeunes de toutes les zones. On a le central, c'est-à-dire Calgary, Edmonton, puis ensuite on a le sud, Lethbridge, et le nord, Grand Prairie. Mais on a aussi une diversité au sein du conseil. On a des jeunes autochtones, on a des minorités visibles, des membres qui sont LGBTQ+. Donc, on veille à ce qu'il y ait une bonne représentation de tous les segments de la population. Et d'ailleurs, on a un dépliant de recrutement auquel on travaille avec les jeunes. On veut à ce que tout le monde se sente à l'aise de participer aux travaux du conseil, quels que soient ses antécédents. Parce que la seule chose qui doit les unir, c'est les questions touchant la santé mentale et les dépendances. Justina Mariana Yagam, félicitations. Franchement, c'est formidable. Je pense que vous avez pris les étapes qu'il fallait. Et je suis vraiment heureuse d'entendre que votre stratégie est aussi exhaustive. Je sais que ce n'est jamais parfait, mais enfin, c'est un très bon départ. Haley Warren. Merci, Justina, et merci, Faria. Alors, il y avait une question, Faria, à savoir comment veiller à avoir accès à la technologie de sorte que les jeunes puissent assister à un atelier virtuel. Je pense que vous avez répondu. Vous avez dit que vous avez même prêté des ordinateurs portables. Et j'aimerais poser la question à Christy et Laurie également, de manière plus générale, au-delà des jeunes. Comment veillez-vous à ce que tous vos patients et proches partenaires aient accès à la technologie? Et ça se rattache à la question de Kristen Hemming. Dans le monde de la COVID-19, on veut faire participer les patients et proches aidants virtuellement, mais aussi les patients qui ne relèvent pas d'un conseil formel. On sait que certains participants n'ont pas accès à la technologie, à l'Internet, qui leur permettent de participer à ces tribunes. Alors, quelles sont vos réflexions, quelles sont vos idées pour veiller à ce que nous ayons une participation la plus diversifiée possible dans cette nouvelle normale? Alors, Faria, avez-vous quelque chose à ajouter sur l'accès à la technologie avant qu'on ne cède la parole à Christy et Laurie? Faria Khan. Oui, tout à fait. Écoutez, comme je le disais, on travaille avec les partenaires communautaires pour le projet ITT et les jeunes avec lesquels on travaillait avaient un trouble de consommation d'opioïdes. Alors, les jeunes allaient toujours à la clinique en période de COVID parce qu'ils doivent obtenir leur traitement quotidien. Et donc, les jeunes assistaient toujours à leur rendez-vous à la clinique, évidemment en faisant bien attention d'être distants physiquement. Et les cliniciens leur fournissaient le portable à la clinique pour qu'ils puissent participer à nos activités. Cela dit,
il y a beaucoup de jeunes qui passent toujours dans les mailles du filet. Des jeunes, par exemple, qui abandonnent le traitement ou qui n'obtiennent pas de counseling. C'est très difficile pour eux. Alors, je serais intéressée de savoir ce que Christy et Laurie ont à dire. Peut-être qu'elles ont d'autres idées pour mobiliser les gens qui n'ont pas accès à la technologie. Christy McDonald, merci de la question. Vous savez, c'est très important et c'est une question que nous allons continuer à approfondir. Selon votre situation, vous avez peut-être un accès très limité. À l'heure actuelle, le groupe de patients proches ressources avec lesquels on travaille aujourd'hui a accès ou bien à un ordinateur ou alors une bonne partie des communications, des activités sont faites sur Zoom, mais cela permet aussi qu'on téléphone. Vous savez, la technologie Zoom permet qu'on téléphone. La majorité des patients proches ressources, s'ils n'ont pas accès à un ordinateur, ont accès à un téléphone. Donc, ils ne peuvent pas voir ce qui se produit à l'écran, mais on veille à ce qu'ils reçoivent tous les documents à l'avance pour qu'ils puissent consulter les documents. Mais évidemment, ce n'est pas une solution parfaite. J'ai quelques tablettes que je peux également distribuer pour ceux qui n'auraient pas la technologie nécessaire. Mais le défi, c'est qu'à ce moment-là, il faudrait trouver accès à l'Internet. Alors, s'ils n'ont pas un ordinateur, ils n'ont probablement pas accès au Wi-Fi non plus. Ils devraient aller à une bibliothèque, par exemple. Alors, de nouveau, c'est difficile, mais je dois dire que la majorité de la communication se fait surtout au téléphone. Très souvent, j'appelle les gens, nous organisons une téléconférence, 5-6 personnes. Et d'ailleurs, du point de vue clinique, pendant la COVID, mon rôle, j'ai été détachée de mes fonctions pour pour aider une équipe à améliorer les fonctions de santé numérique. Et ce qu'on a constaté, c'est que très souvent, les gens veulent que l'on communique avec eux par téléphone. Les équipes, entre autres, les équipes Santé Ontario, très souvent, devront communiquer par téléphone. C'est ce que préfèrent nos patients et d'ailleurs, souvent, c'est le cas des cliniciens. Alors, on ne peut jamais mettre de côté non plus la technologie la plus élémentaire. Il est important de faire simple parfois. Laurie Berger-Hagee. Écoutez, je suis gestionnaire d'un bureau de soins primaires et d'ailleurs, en cette période de COVID-19, la majorité des consultations se font au téléphone, au moins 90%. Et les gens sont à l'aise. Oui, on a l'utilisation des courriers électroniques, mais s'il le faut absolument, on fait venir le patient. Mais sinon, la majorité des consultations se font au téléphone. Haley Warren, merci. Nous avons un commentaire justement sur la technologie et l'accès de Lisa. Les jeunes et les familles disent souvent que pour eux, les possibilités virtuelles les isolent parce que leur Internet n'est pas suffisamment fort pour leur permettre de participer. Alors, je pense que vous avez tout à fait raison. Il faut parfois faire simple. Il ne faut pas omettre les dernières questions, les technologies les plus anciennes au profit des dernières technologies. Alors, Christy, une question qui a été posée sur la rémunération, entre autres rémunération pour la jeunesse. Faria, est-ce que vous rémunérez les jeunes ou comment le faites-vous? Alors, je me demandais si vous aviez réfléchi à la rémunération et ce à quoi ressemble la rémunération dans votre programme, le cas échéant. Bien sûr. Donc, j'ai vu dans la boîte de dialogue que la question a été soulevée plusieurs fois pour les membres du conseil. Nous ne les rémunérons pas pour le fait d'assister aux réunions, mais nous avons un processus d'intégration, d'accueil. Ils sont donc officiellement connus comme étant des bénévoles. Bon, je sais que ça ne coûte pas cher et ça ne rapporte pas grand-chose, mais enfin, c'est quelque chose qu'ils peuvent inscrire sur leur curriculum vitae. Et bon, beaucoup d'entre eux sont de jeunes, des étudiants à l'université, et donc pour eux, ça compte. Dans le cadre d'autres partenariats avec Prism, par exemple, nous versons des jetons de présence, des honoraires, lorsqu'ils participent à nos ateliers. Donc, on leur verse des honoraires et bon, ils viennent de plusieurs régions de l'Alberta et les événements ont lieu à Calgary. Nous les hébergeons
Et pour la première réunion du comité consultatif, nous avons reçu un financement de CRISM. Nous avons donc pu tenir notre première réunion en personne. Il y avait donc des jeunes de toutes sortes de régions qui étaient venus assister à la réunion. Par ailleurs, dans le cadre de notre groupe de contact, qui travaille avec notre projet de développement de ressources, nous versons une rémunération pour le temps que les jeunes consacrent au projet. Nous les baptisons champions jeunes ou jeunes champions, et ils sont rémunérés pour les heures qu'ils consacrent aux réunions, à la rédaction de procès-verbaux de réunion et ainsi de suite. C'était une façon pour nous de tâcher de compenser un peu la perte d'emploi pendant la Covid. Beaucoup de jeunes nous ont dit, moi je n'ai pas d'école, j'ai perdu mon emploi, je n'ai rien à faire. Donc c'était une façon pour nous de tenter de leur donner un objectif, les occuper, les mobiliser, entretenir leur mobilisation. Et grâce également au financement de la Fondation, nous avons pu leur verser une rémunération pour leur travail. Oui, c'est important, c'est un encouragement très important. Aucun des jeunes ne l'a jamais exigé, mais c'est bien de pouvoir montrer que nous valorisons leur temps et leur apport. Excellente question. Haley Warren. Bon, très bien, merci Faria. Puisque le temps avance et que nous avons des questions de discussion, je vois une observation de Tracy. Tracy déclare qu'elle fournit une rémunération aux conseillers à raison de 20 $ l'heure maximum. À Saskatchewan, des sommes en espèces sont versées aux jeunes. Beaucoup d'interventions sur la reconnaissance des partenariats. Très bien. Alors passons à présent à notre première question de discussion. Donc encore une fois, merci d'avoir fait part de tout le travail que vous faites et d'avoir participé dans la boîte de dialogue. Donc continuez à saisir vos questions et commentaires dans la boîte de dialogue. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre boîte de dialogue évolue très rapidement. Nous allons tâcher de répondre à toutes vos questions, mais si nous n'y parvenons pas, nous allons les communiquer par la suite aux auteurs des présentations. Alors, nous savons que les efforts de mobilisation ne correspondent pas nécessairement aux besoins. Selon vous, une fois la pandémie terminée, à quoi ressemblera l'équité en matière de participation et qu'avez-vous mis en place pour veiller à ce que vos programmes et vos efforts ne soient pas interrompus? Donnons peut-être la parole à Christy et Laurie d'abord. Christy McDonnell, oui, excellente question qui nous donne matière à réflexion. Je songe à notre programme qui nous a permis de susciter une évolution quand je songe à la COVID, à l'impact de la COVID sur les plus vulnérables, les plus marginalisés. La COVID a exposé, a fait ressortir la vulnérabilité qui existait dans une large mesure. Je ne sais pas si vous connaissez le Dr Kwame Mackenzie, qui travaille au CAMH. Il a également publié toutes sortes d'articles sur la nouvelle norme, la nouvelle situation. Nous représentons Scarborough, bien sûr, Scarborough fait partie du Grand Toronto, et l'impact de la COVID sur les sans-abri, à cause de la disparition de places dans les abris, dans les refuges, c'était vraiment un phénomène qui a eu des effets dévastateurs. Ainsi, l'équité et notre recherche de l'équité en matière de santé continue d'être à l'ordre du jour, d'être une priorité pour notre organisation. Il s'agit de l'une de nos priorités, d'améliorer la santé de la population à Scarborough d'ici 5 ans. Et je crois que l'une des conséquences de la COVID consistera à nous permettre donc d'aider les plus vulnérables. Je ne sais pas, Laurie, si vous avez d'autres commentaires. Laurie Berger-Higuet. Bien, je crois que pour moi, le programme de certificat m'a ouvert les yeux. Je l'ai déjà dit, j'ai un point de vue différent. J'apporte un point de vue différent à tout ce que je participe. Je veille à faire preuve d'inclusivité, à inclure tout le monde, plutôt que mon groupe démographique, linguistique, géographique, ou partageant un certain état de santé. Donc, je vais continuer. Je crois qu'il y aura un certain nombre nous allons peut-être conserver une dizaine de patients
ressources dans le programme et j'espère que nous allons pouvoir donc prolonger l'effort de participation dans le cadre du milieu hospitalier. Merci. Faria, avez-vous quelque chose à ajouter? Faria, merci beaucoup Faria Khan, merci beaucoup Christy. Nous avons abordé un monde nouveau qui est un monde virtuel et qui sera la réalité dorénavant. Donc, je pense que pour l'avenir, ces applications comme Zoom nous proposeront plus d'options et permettront davantage de sécurité, davantage de protection des renseignements personnels, surtout lorsqu'il s'agit de populations vulnérables. Je crois par ailleurs qu'il est important de noter quel est l'impact psychologique et social de la vie dans un monde post-pandémie. Donc, nous voulons trouver des solutions et les inclure dans notre programme de santé mentale. Bon, il y a une chose que nous avons commencé à faire, nous avons une présence de soutien psychosocial à nos rencontres, même sur Zoom, nous avons un conseiller en toxicomanie qui, dans nos réunions, nous signalons toujours aux participants que s'ils doivent parler à quelqu'un à tout moment, cette option existe, cette présence est là. Et nous avons également nous demandons également aux conseillers de contacter nos jeunes individuellement après chaque réunion pour prendre contact et leur dire que bon, il est à leur disposition s'ils ont besoin de parler. Bien sûr, ça prend du temps, mais nous espérons que ces petits changements que nous apportons, surtout dans le cadre de la COVID, nous permettront de fournir un soutien comme nous le souhaitons. Merci beaucoup, Faria. C'est vraiment intéressant de voir comment vous avez intégré des soutiens psychosociaux. Nous ne saurions suffisamment souligner l'impact en matière de besoins psychosociaux dans un monde post-pandémie. Alors donc, Justina, auriez-vous des commentaires sur ce point en particulier avant de passer aux interventions dans la boîte de dialogue? Justina Mariana Yakam, non. Je n'ai jamais participé à une discussion tellement active, tellement féconde. Je prendrai connaissance des réponses et des interventions. Oui, je suis tout à fait d'accord. Les messages défilent très rapidement. J'espère ne rien rater. Donc, Isabelle Jordan parle de l'équité, y compris l'intersection de l'invalidité, de la maladie chronique et de la pauvreté qui est souvent oubliée. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un autre commentaire de Claudia, pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure au sujet de la rémunération. La rémunération, c'est délicat parce que certains partenaires pourraient être ceux qui sont en congé de maladie pourraient être affectés s'ils reçoivent une rémunération. Donc, je suggère de proposer plusieurs options de reconnaissance. C'est très pertinent. Alors, il y a eu de véritables problèmes pendant la COVID pour assurer la sécurité du logement alimentaire, mais nous avons bénéficié d'une excellente collaboration des services municipaux, d'organismes à but non lucratif pour que chacun puisse avoir accès à ce dont il a besoin, mais cela va continuer longtemps et des mesures comme par exemple l'accès aux toilettes publiques représentent un problème pour les personnes qui sont sans abri. Je crois qu'il faudra déployer beaucoup d'efforts de représentation et de promotion des droits pour parvenir à ces avancées. Justina, vous voudrez intervenir une nouvelle fois? Justina Mariana Yakam. Oui, j'aime beaucoup la façon dont Amy nous dit on peut commencer par les groupes les plus marginalisés, on ne se trompe jamais si l'on procède ainsi. Je suis toujours d'accord, je soulève la question dans les rencontres de patients proches ressources, le fait d'être sans abri, même les populations carcérales. J'ai passé 2 mois à travailler dans une prison dans le nord de l'Ontario quand j'étais étudiante en médecine. C'était la première fois que je rencontrais cette population de patients. Je me rendais compte à quel point ils sont vulnérables. Donc je suis curieuse de savoir, surtout dans le climat politique actuel, quelles sont les mesures que nous pourrions prendre de manière prioritaire pour rejoindre ces populations marginalisées dont la voix est souvent absente des débats. Excellente question, excellent commentaire.
Faria, Christine Laurie, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à la discussion sur cette question? Il y a encore plusieurs commentaires et puis encore d'autres questions qu'il nous faut aborder. Mais enfin, si vous voulez intervenir pour le moment. Christy McDonnell. Bon, ben je peux me lancer. Il y a une chose qu'on fait dans le cadre de notre nouveau plan stratégique. L'un de mes rôles consiste à élaborer un cadre de partenariat stratégique qui permettrait d'établir des partenariats dans un ensemble, au sein de l'ensemble des organisations à Scarborough pour parvenir à une perspective holistique et de l'expérience vécue de diverses populations, que ce soit les personnes autochtones, les personnes qui ont été incarcérées, les personnes qui échappent au mari du filet, si vous voulez, dans le système éducatif. Et bref, les personnes qui souffrent, mais hors d'un milieu hospitalier. Il s'agit donc de la santé communautaire, de la prise en charge des personnes dans la communauté au-delà. L'élaboration de ce cadre est en cours, mais je pense que cela répondrait un peu à la question que vous avez posée quant aux mesures qu'on pourrait prendre pour faire entendre la voix des personnes les plus marginalisées. Parfois, cela ne prendra pas la forme d'une réunion de comité à 16 heures un mardi après-midi avec des dirigeants et patients en proches ressources autour d'une table traditionnelle. Ça pourrait être très différent. Bien souvent, je me retrouve dans des banques alimentaires, dans des abris, j'ai des entretiens avec des personnes dans l'entrée et nous pouvons ainsi porter leurs paroles et donc alimenter l'élaboration des politiques de cette façon. Justina Mariana Garmouille, c'était très intéressant quand vous avez parlé de, bon, pas seulement le fait d'avoir ces réunions traditionnelles dans la salle de conférence à 16 heures auxquelles on est habitué. Je me souviens de n'avoir pas été en mesure de prendre l'autobus, par exemple, me rendre à l'hôpital ou alors d'avoir eu des cours. Donc, l'accessibilité de webinaires comme celui-ci, par exemple, ou lorsqu'il faut un service d'interprétation, donc quelles seraient les autres options que vous proposez dans le cadre de votre organisation au niveau de la mobilisation et de l'inclusion? Alors donc par exemple des rencontres en soirée, des rencontres individuelles, personnes qui évoquent des communications par texto avec les patients. Alors donc il s'agit de communiquer au niveau de la 6e année. Quand on veut transmettre une documentation de sensibilisation, nous tâchons de nous situer à un niveau, donc comme Laurie l'a dit, à titre de profane si vous voulez, pour permettre donc à chacun de participer. Alors on élimine les acronymes, on s'assure que s'il y a un contexte, que quelqu'un leur téléphone et leur fournit ce contexte. Quand on travaille dans le groupe consultatif, je travaille avec beaucoup d'intervenants dans l'organisation. Nous venons de créer un tout nouveau centre d'excellence et je travaille avec les leaders communautaires pour déterminer quels sont les objectifs, mais c'est mon équipe qui crée les équipes de mobilisation communautaire. À notre réunion de la semaine prochaine, au niveau du conseil consultatif, nous allons parler de l'expérience de notre conseil consultatif des patients et des familles. Nous allons recueillir les avis, les apports des personnes qui ont été victimes de racisme à l'hôpital ou qui ont assisté à ce genre d'événements. Et un membre de la direction sera présente, mais elle ne va pas créer le dialogue. C'est un membre de mon équipe qui va veiller à ce que nous nous entendons. Le principe de littératie en matière de santé, les activités se situent donc à un niveau que chacun puisse comprendre. Et pour les personnes qui font partie de notre équipe mais qui ont besoin un petit peu d'attention supplémentaire, je leur téléphone à l'avance pour les prévenir de ce qui va se passer. Et donc il y a plusieurs façons dont nous nous efforçons, plusieurs mesures que nous nous efforçons de mettre en œuvre pour favoriser l'équité dans le milieu. Kelly Warren, merci beaucoup. Je pense nous avons ici beaucoup de matière à réflexion. Ce que vous avez dit, Justina, est très très pertinent. La multiplicité des modalités à proposer afin d'assurer l'équité. Il faut créer une nouvelle table qui permet aux personnes handicapées de participer dans la coplanification, évacuation, sinistre médical. La COVID-19 en particulier nous a donné
beaucoup de pistes de réflexion quant aux méthodes différentes et améliorées que nous pouvons mettre en œuvre dans notre effort de mobilisation afin d'accroître l'inclusivité et l'accessibilité. Je vais à présent passer à la prochaine question de discussion officielle. Donc encore une fois, nous nous excusons si nous n'avons pas répondu à votre question. Nous allons transmettre toutes les interventions aux auteurs des présentations. Donc la question, nous avons déjà exploré une partie de ce volet de la question. Quels obstacles à la diversité et à l'équité en matière de participation la COVID-19 a-t-elle exacerbé et comment les avez-vous surmontés? Donc, Faria, Christy, Laurie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire de plus, que vous voulez ajouter ou signaler? Faria, vous d'abord. Faria Khan, eh bien, comme on l'a déjà dit, mais je vais le redire, le fait que les jeunes n'ont pas accès à des connexions Internet fiables, ça c'est un obstacle, c'est certain. Il y en a un autre qu'on a remarqué, c'est que même si nous travaillons à domicile, le domicile, ce n'est peut-être pas un endroit sécuritaire où un jeune veut parler ouvertement, ou bien il n'est pas à l'aise, ou il y a peut-être des problèmes de violence familiale. Enfin, bref, la maison n'est pas pour eux un espace sécuritaire. Ça, c'est un énorme obstacle. Et surtout avec la COVID, les jeunes ne peuvent pas se rendre personnellement chez leur au bureau de leur conseiller, et donc ils doivent avoir ces entretiens au téléphone. Nous nous efforçons de trouver, de concert avec les jeunes, d'autres moyens de créer ce sentiment de sécurité afin de favoriser leur mobilisation. Mais le problème est bien réel. C'est là une grande difficulté que nous efforçons de surmonter. Nous cherchons d'autres moyens. C'est ainsi que notre conseiller en santé psychosociale est venu discuter avec nous pour voir s'il y aurait d'autres possibilités pour aborder ce problème. Oui, je pense que on l'a dit d'ailleurs dans la boîte de discussion, le domicile, la maison, ce n'est pas nécessairement l'endroit le plus sûr pour certaines personnes. Et on a parlé également de l'importance de faire participer de nouveaux groupes. Il s'agit d'aller rencontrer les gens là où ils sont à l'aise. Maintenant, à l'heure actuelle, ce n'est pas possible, mais je vous remercie de ce que vous avez dit, Faria. Consultez vos soutiens psychosociaux pour voir comment créer un sentiment de confort dans cette époque. Christy, Laurie, avez-vous quelque chose à ajouter sur cette question? En ce qui concerne notre partenariat, non. Mais enfin, je voudrais évoquer la question de l'isolement. L'isolement qui règne dans notre communauté quand on songe au centre de santé communautaire qui organise des choses formidables comme des clubs de tricot, des clubs de lecture. Ça, c'est un vrai défi. Et quand on songe au partenariat avec les patients, on songe aux collaborations formidables que nous créons et qui peuvent être difficiles. Ça peut être difficile de le faire virtuellement et même des conversations comme celle-ci peuvent être délicates. Maintenir l'attention, permettre à chacun de révéler, de se révéler. Et pour l'intégration dans nos programmes, la COVID a fait ressortir beaucoup de vulnérabilités et ce sont les personnes qui ont ces vulnérabilités que nous voulons recruter, que nous voulons rejoindre. Or, nos efforts de recrutement ont été suspendus, pas de manière permanente ni de manière officielle, mais comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas beaucoup de gens qui recherchent ce genre d'opportunités. Tout le monde cherche à survivre avant tout. Donc, à notre programme de partenariat, nous faisons un travail de mobilisation systématiquement. Nous rejoignons des communautés, diverses communautés, mais ces communautés ne se réunissent pas. Il n'y a pas d'espace de rencontre. Laurie Berger, pour moi, c'est important d'avoir le contact visuel au moins, par exemple une réunion Zoom. Puisque j'ai travaillé dans le comité consultatif des patients et des familles, j'ai établi des relations très chaleureuses avec beaucoup de personnes. Et ces relations, elles s'étiolent lorsque l'on est lorsqu'on ne peut pas voir la personne. Donc, même si ce n'est qu'un visage à l'écran,
c'est important de voir les interlocuteurs et j'espère que nous pourrons bientôt reprendre les activités présentielles. Bon, je vois un autre commentaire dans la boîte de dialogue, commentaire de Tracy, fait l'écho de ce que Tracy a dit tout à l'heure. La seule façon de surmonter les obstacles dans diverses situations, c'est d'avoir une forte collaboration entre un aussi grand nombre d'organismes communautaires. Il serait très difficile de surmonter la question des obstacles s'il y avait une deuxième vague et qu'il faisait froid dehors. On en revient donc à la communauté. Je crois que c'est tellement important quand on envisage donc ces exemples donc d'excellence. C'est vraiment une question de connexion communautaire, de lien avec la communauté. Comment créer ces relations, ces espaces avec des personnes qui ont été exclues. Et c'est ce que nous entendons beaucoup. Je crois que cette conversation est un excellent point de départ pour nous permettre de mettre en commun nos idées. Alors, Justina, voulez-vous commenter certaines des autres questions? Justina Mariana Yagam. Oui, on parle des régions rurales où il n'y a pas de transport. Il y a une question qui a été exacerbée par la COVID. À Yellowknife, nous sommes déjà isolés. Nous étions isolés avant la pandémie. Et si l'on surajoute la pandémie, nous sommes encore plus isolés. Donc, c'est très, très difficile dans les communautés rurales. Bon, on compte sur la possibilité d'aller voir ses voisins, d'avoir des interactions physiques, aller voir les patients, aller voir les proches à l'hôpital. Ce n'est pas seulement dans les communautés rurales. Tout cet isolement, je pense en tant que patiente, je me sentais déjà isolé, puis d'ajouter d'autres facteurs. 2 semaines d'isolement, mes organismes partenaires ont communiqué avec moi plus souvent au téléphone parce qu'on savait que j'étais dans une communauté rurale. Donc, il s'agit de rejoindre les patients davantage parce que vous en avez peut-être davantage besoin. Donc, il s'agirait peut-être de certaines des réflexions. Haley Warren, oui, Amy fait une excellente observation. Il faut nous rappeler que certains milieux ethniques sont très mobilisés entre eux, sur WhatsApp ou autrement. Il faut prendre le temps de connaître ces communautés compte tenu des contraintes actuelles. Ça, c'est un excellent rappel. Et pour en revenir donc aux éléments fondamentaux de la mobilisation, il faut travailler donc au début. Il y a donc une forte mobilisation à l'interne, au sein d'une communauté. Alors, je me demande s'il y a suffisamment de renseignements sur la diversité culturelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu à AHS ou au réseau de santé Scarborough? Oui, alors nous avons des spécialistes de l'inclusion et de la diversité. Et d'ailleurs, il y a un poste ouvert affiché sur LinkedIn pour un spécialiste de l'inclusion. Oui, cela fait partie de notre plan stratégique d'être une organisation beaucoup plus inclusive. Même chose pour AHS. Nous avons, dans le cadre des projets auxquels je travaille, des partenariats avec les soins de santé autochtones. Et donc, nous avons travaillé très fort à ces questions d'inclusion et dans nos projets également. Haley Warren, merci d'avoir ajouté ça. Et on a une observation aussi concernant l'évaluation et liée à ce qu'on examine les choses du point de vue systémique, à savoir si nos programmes sont pertinents pour les collectivités, que cela doit être évalué. C'est un point très important. C'est-à-dire, comment savoir si les programmes que nous exploitons sont pertinents pour les gens qu'ils visent et comment veiller à le faire en temps réel pendant la COVID-19. Je ne sais pas si Christy, Faria ou Laurie ont des observations à faire. Est-ce que vous consultez les gens pour savoir si vos programmes leur réussissent? Faria. Comme je le disais un peu plus tôt, nous avons des jeunes autochtones
qui nous aide à veiller à ce que nous tenions compte des questions culturelles. Et au sein du Conseil, nous avons également des travaux en matière de diversité. Et un des efforts que nous avons fait a été de déployer une vidéo de recrutement qui montre la diversité. De sorte que si une autre jeune personne voit cette vidéo, se dépliant, elle se verra représentée dans ces images et donc sera davantage susceptible de s'y intéresser. Alors, c'est pour cette raison que nous continuons à nous attacher à la sensibilité culturelle. Et une autre question qui nous vient de Donna, quels sont les mécanismes déployés par vos organismes pour aider les patients à partager leurs préoccupations par rapport à leur expérience? Je commence par Christy et Laurie et ensuite Faria. Christy, eh bien, les patients et proches ressources peuvent certainement partager leurs préoccupations avec moi-même ou quiconque fait partie de l'équipe, ou alors nous avons aussi un service de relation avec le patient qui entend les préoccupations des patients et proches ressources ainsi que toute autre personne qui souhaite discuter de son expérience. Faria, eh bien, nous avons également des contrôles. Les jeunes peuvent s'adresser à moi plus précisément ou à l'un ou l'autre de mes collègues également. Mais nous tâchons d'avoir des échanges transparents. Et on dit aux jeunes, si vous n'avez pas envie d'en parler, ce n'est pas obligé. Mais si vous souhaitez le faire, vous pouvez. Nous avons également un accès à des services psychosociaux, ce qui permet, si vous voulez, d'avoir une approche plus souple. Et dans ce cas-là, ce n'est pas nous, c'est quelqu'un qui est indépendant. Si, par exemple, un jeune aurait des difficultés avec nous, il pourrait en parler avec une personne indépendante, ce qui leur donne davantage de possibilités, si vous voulez. Alors, je cède la parole à Justina pour les dernières observations avant de passer à la dernière question. Justina. Oui, eh bien, j'adore cette conversation. Amy qui soulève une question très importante pour conclure la discussion. J'aime beaucoup parler de symbolisme. Vous savez, lorsqu'on parle de patients et de proches ressources, il est important d'évoquer les questions de symbolisme. Je me suis trouvée souvent dans des situations où j'avais l'impression que ma participation était symbolique. J'étais patiente partenaire, j'étais invitée aux rencontres, mais vraiment, c'était tout. Ça n'était qu'une invitation. Je n'avais pas la possibilité de participer, à mon avis. Alors, tandis qu'on parle d'équité, de diversité, il ne faut pas seulement donner des rôles sans également mettre en place les soutiens, de sorte que les gens puissent avoir l'impression de véritablement participer. Il faut éviter les cloisonnements. Alors, gardons ces questions à l'esprit tandis que nous demandons une augmentation de la diversité pour éviter le symbolisme. Alors, on passe à notre dernière question. Merci. Alors, notre troisième et dernière question. Bon, 3 mois après le début de la pandémie, je pense que c'est peut-être plus que 3, n'est-ce pas? Est-ce qu'on n'est pas à 4 mois? Enfin, depuis le début de la pandémie, quelle réussite et quels problèmes concernant l'équité et l'accès en matière de participation constatez-vous au pays et au sein de votre organisme? On a beaucoup entendu parler des difficultés auxquelles les gens se heurtent et auxquelles ils continuent de se heurter. Alors, je vais demander à nos conférenciers, mais aussi à nos participants, de nous parler de leur expérience. Quelles sont ces perles que vous souhaitez partager par rapport à ce qui se produit depuis le début de la pandémie? Alors, je cède d'abord la parole à Faria. Eh bien, pour les réussites, d'abord, pour nous, c'était de maintenir la participation des jeunes, que ce soit par l'entremise du conseil ou du projet ITT, et leur donner l'occasion de partager leur expérience, surtout avec les consultations qu'on a organisées sur la COVID. On a fait participer beaucoup de jeunes et je pense que la réussite de cet événement tient au fait que les jeunes avaient l'habitude déjà de participer à nos activités, mais également ce que nous avons produit. Par exemple, une campagne de médias sociaux qui a été mise au point et à laquelle on travaille toujours. Alors, c'était intéressant pour eux de voir un résultat très direct et très rapide, parce qu'avec cette pandémie, vous savez,
tout devient très sensible sur le plan du temps. On n'a plus des mois, des années pour mettre au point ces ressources. Il faut agir rapidement. Donc, il s'agissait pour nous de produire quelque chose très rapidement et cela a été fait. Et on a organisé un webinaire également pour les alliés. Le fait qu'on a pu l'organiser à très brève échéance et qu'on a pu expliquer comment la COVID avait touché les jeunes, surtout du point de vue des dépendances et de la santé mentale. Par ailleurs, pour le travail permanent, le développement des ressources, entre autres par le projet ITT, et la capacité de permettre aux jeunes de nous rencontrer toutes les 4 semaines pour discuter de ce qui les touche. Et la plus grande réussite pour moi, c'est la rétroaction que j'entends des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, vraiment reconnaissants de faire partie de quelque chose, ils ont l'impression que leur vie, pour le moment, a une raison d'être parce qu'ils peuvent partager leur expérience. Et ils ont cette impression d'être valorisés. Ainsi, je pense que cela a été très important pour nous. Et je cède à présent la parole à Christy. Eh bien, je vais donner des remarques très générales. Je crois qu'il y a des différences sur le plan de la participation, le niveau, le degré de participation des patients et proches ressources et des partenariats. Et je pense que c'est quelque chose, même pour nous-mêmes, au sein de cet appel, nous devons nous demander où est-ce qu'on fait une différence et comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de notre certificat d'équité en santé et des contributions que nous avons faites dans ce domaine, mais nous sommes également prêts à dire que nous n'avons pas beaucoup demandé à nos patients et nos proches ressources de participer à notre politique sur les visites. Et ça, c'est un domaine où on continue de déployer des efforts, c'est-à-dire qu'il existe un écart et c'est une occasion ratée à notre avis d'avoir une mobilisation beaucoup plus efficace auprès de nos patients et proches ressources pour comprendre quelle est leur expérience des nouvelles politiques en matière de visite, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus accès comme ils avaient accès dans le passé à l'hôpital et aux patients. Alors je pense que, comme dans tout organisme, on a des perles, des choses vers lesquelles on peut se tourner pour améliorer le reste de l'organisme qui, lui, n'a pas toujours le meilleur rendement. Merci, Christy. Laurie, vous avez des observations? Laurie, non, je crois que Christy a tout dit. Formidable, merci. Et je vois d'ailleurs qu'on nous envoie des questions et des observations. On a une question pour Christy. Est-ce que votre équipe santé Ontario a participé aux efforts de centre de planification à la pandémie? En fait, je vais demander à Laurie de répondre à cette question, car Laurie est une des patientes ressources qui siège à l'équipe Santé Ontario à Scarborough. Non, je n'ai pas participé directement. Je ne suis pas vraiment au courant qu'on ait fait appel à des patients proches ressources, mais ça n'est pas impossible. C'est une bonne leçon à apprendre. Si vous êtes patient proche ressources, que vous siégez à l'équipe de santé Ontario de votre localité, il est important d'avoir un dialogue avec l'équipe. Alors, voilà, nous avons de nouveau appris quelque chose. Merci à toutes les deux. Une observation qui nous provient d'Amy, qui nous dit, étant donné ce qui s'est passé aux États-Unis avec le décès de George Floyd, notre conseil d'administration hospitalier organisera une rencontre pour discuter de diversité et d'inclusion. Il y a un certain scepticisme, mais le fait que cela fasse partie de l'ordre du jour d'une rencontre du conseil d'administration, c'est quand même un bon signe. Cela dit, comme le disait Justina, on aimerait bien avoir une action concrète. Alors, Justina, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Justina. Non, c'est aussi simple que ça. Oui, très bien. Alors, merci, Justina. Et je vois quelques observations au sujet des politiques sur la présence des proches. Les proches qui sont des réputés visiteurs. Je sais que vous en avez un peu parlé, Christy. Alors, je sais que c'est quelque chose qu'on examine dans le cadre des travaux de Meilleur Ensemble à la FCISS. Est-ce que les nouvelles politiques associées à la COVID-19 seront entièrement renversées? Il y a beaucoup de gens qui disent que
le partenariat patient doit être inscrit de manière beaucoup plus concrète dans nos politiques. Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait faire maintenant pour essayer de prévoir les coûts à l'avenir. Et on a beaucoup également fait de travaux en matière de réintégration. Et je vois que d'ailleurs beaucoup de gens dans la boîte de dialogue l'évoquaient. Alors, Fraser Health, la Colombie-Britannique a une ou deux organisations qui permettent aux patients de participer à la recherche en matière de COVID. Et nous avons également produit des questionnaires pour traiter des questions d'équité. Alors, très heureuse de voir qu'en Colombie-Britannique, on s'intéresse à la participation des patients dans la recherche. Alors, je cherche à voir s'il y a d'autres questions, observations. Une observation d'Isabelle Jordan qui demande si on sait quel document lire à cet effet. Bon, Isabelle, je pense qu'effectivement, nous discutons de la même question depuis un moment et il reste encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Et je suis vraiment très reconnaissante du fait que vous tous avez accepté de participer à cette conversation. Je ne sais pas si Justina, Christy, Faria, Laurie auraient des observations, quelques ultimes observations. Justina, je pense qu'il est important de lire le document Considerations qu'évoquait Isabelle Jordan. J'en ai parlé, moi, au sein de l'administration du territoire du Nord-Ouest, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par les nouvelles politiques. C'est un excellent document qui a été produit par la FCISS. Et d'ailleurs, on vient de l'afficher dans la boîte de dialogue. On vous encourage à lire le document. Merci, Justina, et merci à Jessie qui l'affiche dans la boîte de dialogue. Je crois qu'il y a une autre observation ici de Esha. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l'accès aux politiques et programmes qui valorisent les contraintes ainsi que l'abordabilité des masques, des gels hydroalcooliques serait très utile. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et ensuite, Valentina qui dit « La voix des patients proches doit se faire entendre » et ça a été le cas à SLT, on ne sait pas très bien ce que c'est. Merci d'avoir encouragé la participation des patients et proches dans cette période de crise. Merci Valentina d'avoir partagé cette réussite. Et une question de Cyril. Est-ce qu'on devrait modifier les lois relatives à la pandémie? Voilà une question intéressante. Je ne sais pas si on fait référence exclusivement aux soins de santé, mais on a entendu lors de cette série plein feu dans des webinaires antérieurs, entre autres il y a 2 semaines, lorsqu'on discutait avec l'autorité sanitaire de la Saskatchewan et de Windsor, elles ont expliqué comment elles avaient modifié leur processus en réaction à la crise, de sorte que pour l'avenir, aucune de ces réactions ne se produiront sans participation des patients et proches ressources. Donc cela fait partie des politiques des organismes. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question ou si cela rejoint votre observation. Alors je vois que vous continuez de saisir des observations. Si on a raté votre question, je suis désolée, mais je pense que comme notre webinaire tire à sa fin, nous demanderons à nos conférencières si elles ont quelque chose à déclarer avant qu'on ajourne. Alors, comme personne n'a envie d'ajouter quelque chose, je vois une dernière réflexion d'Amy, je vais partager ici. On a constaté dans beaucoup de villes au Canada que la COVID-19 touche surtout certains groupes racialisés et certains disent que le racisme est un problème de santé publique. Est-ce que cela se transformera en exigence d'agrément? Et existe-t-il des projets d'amélioration de la qualité pour traiter de justice sociale, surtout pour ceux qui vivent avec non seulement la discrimination en raison de la couleur de leur peau, mais aussi
de leur handicap. Alors ça, c'est une excellente observation. On fait justement des travaux et je pense que nous aurons d'autres choses à vous dire à ce propos à l'avenir. Alors je passe à notre clôture. Merci. Merci à mes conférencières. Merci Justina d'avoir animé avec nous. Merci à nos conférencières invités, Christina et Laurie ainsi que Faria. Merci à nos productrices, Sheena, Kelly, Mihaela et Isabelle, ainsi que Jessie d'avoir fait le suivi dans la boîte de dialogue. Merci de vos réflexions et de vos commentaires, vos réflexions. Merci d'avoir contribué votre énergie à cette conversation que j'apprécie beaucoup. Merci à tous. Nous allons conclure avec notre questionnaire qui nous permet d'améliorer la conception des webinaires futurs. Alors, nous vous demandons de prendre un petit instant pour nous donner votre rétroaction sur le webinaire d'aujourd'hui. Merci de nouveau. Passez une excellente journée.